Après avoir présenté les différentes classes de lipides, nous allons aborder dans cette dernière partie du cours sur les lipides leur digestion et leur forme de transport dans l'organisme. Nous présenterons également, sans les détailler, les méthodes d'analyse de ces lipides. Après avoir présenté l'utilisation des lipides par leur caractère hydrophobe va poser un défi majeur à l'organisme puisque au cours de leur parcours, ils sont en contact permanent avec un milieu aqueux lors de la digestion, puis dans la circulation et enfin dans la cellule jusqu'au moment où ils seront métabolisés pour jouer leurs différents rôles. Chez l'adulte, la digestion des lipides se fait principalement au niveau intestinal. Elle est facilitée, comme nous l'avons vu, par la présence de sels biliaires qui permettent à la lipase d'agir sur ces triacylglycérols, ces lipides neutres, libérant ainsi des monoacylglycérols qui, de par leurs propriétés tensioactives, vont également participer à la facilitation de la digestion des graisses et libérer également des acides gras sous forme libre. Chez le nourrisson et les grands insuffisants pancréatiques, il existe une digestion au niveau gastrique où est présente une lipase active. Enfin, au niveau du tube intestinal, la digestion est également facilitée par une protéine, la colipase, qui améliore les interactions entre les sels biliaires et la lipase pancréatique. L'utilisation des lipides au niveau de l'intestin, c'est l'arrivée des lipides dans le duodénum qui va stimuler la sécrétion de bile. Et cette bile, comme nous l'avons vu précédemment, au niveau de l'intestin, c'est l'arrivée des lipides dans le duodénum qui va stimuler la sécrétion de bile. Et la digestion de ces lipides commence en réalité dès leur mise en bouche avec l'action d'une lipase salivaire. Ensuite, au niveau de l'intestin, les acides biliaires, comme on l'a dit précédemment, vont favoriser leur émulsification. Et au niveau de l'intestin, on rencontre aussi des lipases. La digestion de ces lipides commence en réalité dès leur mise en bouche avec l'action d'une lipase salivaire. Ensuite, au niveau de l'intestin, les acides biliaires, comme on l'a dit précédemment, vont favoriser leur émulsification. Et au niveau de l'intestin, on rencontre aussi des lipases. La digestion de ces lipides commence en réalité dès leur mise en bouche avec l'action d'une lipase salivaire. Ensuite, au niveau de l'intestin, les acides biliaires, comme on l'a dit précédemment, vont favoriser leur émulsification. Et au niveau de l'intestin, on rencontre aussi un rappel à propos de la lipase, 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 un rappel à les phospholipases A, 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 les phospholipases A. Le cholestérol alimentaire va subir une digestion grâce à une enzyme pancréatique qui est la carboxylester lipase qui libère ainsi un acide gras absorbé sous cette forme au niveau de l'entérocyte. Ce cholestérol sera ensuite transporté par des transporteurs présents au niveau du pôle apical ou bordure en brosse, mais également des transporteurs qui vont permettre son efflux au niveau cellulaire. Et il existe des différences d'absorption dans la population selon les personnes et probablement des polymorphismes au niveau des transporteurs permettent d'expliquer ces différences d'absorption. Ce cholestérol se dissout moins bien et il subit un retard d'absorption. Une faible quantité se retrouvera dans les selles. Le cholestérol, les vitamines liposolubles vont être absorbées en même temps que les lipides
et leur absorption va être augmentée par la présence d'acide biliaire. Elles diffusent de façon passive à travers la bordure en brosse de l'épithélium grâce au micelle et vont s'accumuler au niveau de l'entérocyte dans les chylomicrons. Les vitamines liposolubles vont être absorbées en même temps que les lipides et leur absorption. Au niveau de l'entérocyte, l'absorption des lipides va comporter 3 phases. Tout d'abord, la dissolution des micelles dans la membrane apicale des muqueuses. Cette dissolution est relativement facile puisque la membrane a elle-même une structure lipidique. Tous les constituants de la micelle, sous forme d'acides gras libres et de monoacylglycérol, pénètrent dans la membrane sauf les sels biliaires. Puis, au sein de l'entérocyte, les triglycérides ou triacylglycérol vont être reformés grâce à des enzymes spécifiques présentes au sein de la cellule et le problème de leur insolubilité va alors se poser à nouveau. Il va être résolu dans la 3e phase de l'absorption dans laquelle il va y avoir formation d'amas moléculaires que l'on appelle des chylomicrons. Les acides gras sont libres, vont être captés dans le réticulum et dans les corps de Golgi et les graisses neutres vont ainsi ensuite être entourées de produits polaires, c'est-à-dire de protéines que l'on appelle les apoprotéines et de phospholipides. Cet amalgame formant les chylomicrons. Celui-ci va grossir et devenir une gouttelette stable en milieu aqueux. Il est excrété au pôle basal de la cellule où il gagne la lymphe puis la circulation. Les vitamines liposolubles se dissolvent facilement dans les micelles et leur absorption se fera avec les autres lipides alimentaires. La bile, elle, est peu absorbée dans le jejunum. Par contre, c'est au niveau de l'ion où il existe un transporteur spécifique que 90% des sels biliaires vont être absorbés et ils retourneront au foie où ils seront à nouveau sécrétés dans la bile. Ce cycle dit entérohépatique a lieu 6 à 8 fois par jour. Notons que ce phénomène de digestion-absorption est extrêmement rapide, à l'exception de quelques acides gras saturés à longue chaîne, en C20 et C22. Et si la digestion des graisses paraît lente, c'est en fait que leur vidange gastrique est lente aussi. Au lieu de dire « je digère mal les graisses », on devrait plutôt dire « les graisses me restent sur l'estomac ». Enfin, le rendement de ce phénomène de digestion-absorption est extrêmement efficace puisqu'il va porter sur 98% des ingestats. Enfin, il existe des médicaments qui permettent de lutter contre le cholestérol, que l'on appelle des résines, qui vont piéger le cholestérol et empêcher son absorption, ou d'autres médicaments qui agissent plutôt sur les lipides neutres. Vous en avez entendu parler cet été avec le médicament Alil, qui a pour but d'empêcher l'absorption des graisses, ce qui va entraîner des diarrhées graisseuses qui sont appelées des stéatorées. Au niveau de l'entérocyte, en cas de malabsorption des graisses, on parle de stéatorée. En cas de malabsorption des graisses, on parle de stéatorée. En cas de malabsorption des graisses, on parle de stéatorée. En cas de malabsorption des graisses, on parle de stéatorée. En cas de malabsorption des graisses, on parle de stéatorée. En cas de malabsorption des graisses, on parle... Dans la circulation, on va retrouver essentiellement des triglycérides, du cholestérol, des acides gras libres et des phospholipides. Leur transport dans le plasma s'effectue pour les acides gras grâce à l'albumine et les autres lipides vont être transportés grâce à des lipoprotéines. Les lipoprotéines sont des complexes macromoléculaires, généralement de forme sphérique. Ils servent à véhiculer les graisses neutres et le cholestérol, de même que les phospholipides, au sein de la circulation. Au centre des lipoprotéines, on trouve les lipides non polaires, c'est-à-dire insolubles, comme les triacylglycérols et le cholestérol estérifié, donc les stérides. Ces lipides hydrophobes sont entourés d'une enveloppe qui est constituée par une monocouche composée d'apoprotéines
qui sont en interaction avec les lipides polaires. Et on trouve également les phospholipides. C'est cette couche extérieure formant cette enveloppe qui rend la lipoprotéine hydrophile et qui va permettre donc de véhiculer les graisses dans la circulation. Une remarque, la disposition spatiale des divers composants des lipoprotéines est déterminée par la polarité de ces composants. Ainsi, une molécule polaire, donc hydrophile, sera située à la périphérie de la molécule et sera donc au contact avec l'eau. Par contre, les molécules les plus hydrophobes se retrouveront au centre. Les lipoprotéines. Il existe différents types de lipoprotéines qui peuvent être classées en 4 voire 5 catégories et elles sont caractérisées par leur densité et leur migration électrophorétique et également par leur composition en protéines. Ainsi, on distingue les chylomicrons qui sont produits par les parois de l'intestin grêle pour transporter les graisses alimentaires. On distingue ensuite les VLDL pour Very Low Density Lipoprotein qui sont sécrétés par le foie, puis les LDL pour Low Density Lipoprotein, les ILDL qui veut dire Intermediary Density Lipoprotein sont une forme intermédiaire en termes de densité entre les VLDL et les LDL, et enfin les HDL pour High Density Lipoprotein. Leur densité variable selon la classe des lipoprotéines est principalement due à leur composition. En effet, plus la lipoprotéine est riche en triacylglycérol, plus elle sera légère et de grande taille. Et sous cette forme, elles auront tendance à flotter. Au contraire, plus la lipoprotéine est riche en protéines, comme c'est le cas pour les HDL, eh bien, elle sera plus lourde, ce qui permet de caractériser ces lipoprotéines en fonction de leur composition. Il existe différents types de lipoprotéines. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile, bien sûr, d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Les lipoprotéines diffèrent par leur densité. Ce tableau vous présente les différentes caractéristiques des lipoprotéines et inutile bien sûr d'apprendre ces chiffres. Ces lipoprotéines vont avoir différentes fonctions. Toutes permettent de véhiculer les graisses, mais leur rôle va être spécifique. Ainsi, les chylomicrons sont des spécialistes du transport des triacylglycérols exogènes, c'est-à-dire de l'alimentation. Les VLDL sont spécialisés dans le transport des triacylglycérols endogènes et également du cholestérol endogène.
En revanche, les LDL vont avoir pour but de déposer le cholestérol au niveau des tissus afin que celui-ci puisse y jouer les différents rôles. Cette fraction des lipoprotéines, LDL, est considérée comme le mauvais cholestérol en raison de ce rôle du cholestérol qui, en cas d'excès, peut devenir athérogène. À l'opposé du rôle de ces LDL, on va trouver une classe de lipoprotéines, les HDL cholestérol, dont le but est de ramener le cholestérol des cellules vers le foie, et c'est pour cette raison qu'il est appelé le bon cholestérol. Aujourd'hui, le rapport HDL cholestérol sur LDL cholestérol est un outil de diagnostic important pour orienter le risque de pathologie des maladies cardiovasculaires. Ces lipoprotéines, nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons présenté les différentes formes de transport des lipides. Nous allons nous intéresser maintenant au devenir de ces lipoprotéines dans la circulation et nous avons la voie exogène et la voie qui transporte les lipides alimentaires jusqu'au foie. Les lipides alimentaires et le cholestérol sont transportés, nous l'avons vu, sous forme de chylomicrons, qui vont subir au contact des tissus une hydrolyse des triacylglycérols par la lipoprotéine lipase. La voie exogène est la voie qui transporte les lipides alimentaires jusqu'au foie. Les lipides alimentaires et le cholestérol sont transportés, nous l'avons vu, sous forme de chylomicrons, qui vont subir au contact des tissus une hydrolyse des triacylglycérols par la lipoprotéine lipase. La voie exogène est la voie qui transporte les lipides alimentaires jusqu'au foie.
Les lipides alimentaires et le cholestérol sont transportés, nous l'avons vu, sous forme de chylomicrons, qui vont subir au contact des tissus une hydrolyse des triacylglycérols par la lipoprotéine lipase. La voie exogène, la voie endogène est la voie de transport des triacylglycérols et du cholestérol endogène, c'est-à-dire synthétisés par le foie. Les triacylglycérols et le cholestérol sont ainsi apportés au tissu utilisateur sous forme de VLDL qui subiront au contact des tissus l'action de la lipoprotéine lipase, mais également au niveau du foie l'action d'une lipoprotéine lipase hépatique qui vont hydrolyser les triacylglycérols contenus dans les VLDL. Les particules VLDL sont ainsi transformées en particules moins riches en triacylglycérol que l'on appelle IDL pour Intermediary Density Lipoprotein et LDL pour Low Density Lipoprotein. Les LDL sont reconnus par leur apoprotéine B100 par des récepteurs présents à la surface des cellules. Ces LDL vont alors subir un cycle d'endocytose qui leur permettra de livrer le cholestérol qu'elles contiennent aux cellules utilisatrices. La voie endogène est la voie. Le métabolisme des LDL a été expliqué par Braun et Goldstein. La découverte de récepteurs pour ces LDL leur a valu un prix Nobel et à ce titre, rappelons que le cholestérol est la molécule la plus couronnée en biologie puisque plus de 13 prix Nobel lui ont été décernés. Nous décrirons très rapidement le métabolisme des LDL qui livrent donc le cholestérol aux cellules. Une fois fixée sur son récepteur, la particule de LDL va être internalisée avec son récepteur et subir une dégradation qui va aboutir à la libération intracellulaire du cholestérol estérifié. Dans la cellule, cet afflux de cholestérol va provoquer une diminution de la synthèse intracellulaire de cholestérol grâce à l'activation de systèmes enzymatiques permettant son utilisation intracellulaire, mais également une régulation qui va diminuer le nombre de récepteurs au LDL. Tout ceci donc témoigne d'un processus de régulation et de disponibilité cellulaire du cholestérol. Et on parle de rétrorégulation au niveau cellulaire. Ainsi, la synthèse endogène va être diminuée lorsque l'apport par les LDL est important. L'une des régulations de cette synthèse va se faire au niveau de la HMG-CoA réductase. Le métabolisme des LDL, la voie dite reverse, est la voie qui ramène le cholestérol au foie. Les lipoprotéines responsables de ce retour du cholestérol au foie sont les HDL. Elles récupèrent le cholestérol au niveau des tissus et elles se chargent de cholestérol libre qu'elles vont transformer en cholestérol estérifié qui va se concentrer au centre de cette particule HDL. Ce cholestérol sera ensuite livré au foie par la HDL. Le cholestérol sera transformé en acide biliaire et éliminé par la bile. La voie dite reverse, sur ce schéma, vous sont présentées les trois voies du métabolisme des lipides. En haut de la diapositive, la voie exogène, celle qui concerne les chylomicrons sécrétés par l'intestin et les remnants qui déposent le cholestérol alimentaire au foie. En bas à droite, la voie endogène qui concerne les VLDL qui vont être modifiés en LDL, ces LDL étant les lipoprotéines qui vont déposer le cholestérol au tissu. Enfin, en bas à gauche, la voie inverse ou reverse qui ramène le cholestérol au foie pour qu'il soit éliminé sous forme d'acide biliaire. Sur cette diapositive apparaissent d'autres interactions entre les lipoprotéines qui feront l'objet d'une étude dans les années supérieures. Sur ce schéma, le bilan biologique des lipides repose sur le dosage du cholestérol total,
des triglycérides et des fractions LDL et HDL. Ce sont généralement les analyses qui sont prescrites lorsque on recherche une anomalie du métabolisme lipidique. Toutefois, il peut être demandé de caractériser les différents acides gras d'un plasma. Nous allons présenter dans la suite de ce chapitre les différentes méthodes d'analyse pour évaluer les teneurs dans ces différents lipides. Ouf. Et pour commencer, l'exploration simple consiste à regarder l'aspect du sérum. Cet examen préliminaire à toute investigation. L'aspect du sérum découle directement de la présence de types de lipoprotéines dans le sérum. Ainsi, les chylomicrons et les VLDL, qui sont de grande taille, confèrent un aspect trouble au plasma. On dit alors que le plasma est latescent, alors qu'un sérum clair est le résultat d'une très bonne digestion des lipides par la lipoprotéine lipase. Dans le cas où le sérum est opalescent, cela correspond soit au fait que le prélèvement a été fait en période postprandiale, soit dans le cas où la personne était bien à jeun, cela peut traduire un défaut d'épuration des chylomicrons ou un excès de VLDL dû à des anomalies du métabolisme des lipoprotéines. Et pour commencer, le dosage des triglycérides et du cholestérol se fait de manière indirecte, puisque ce ne sont pas les acides gras et le cholestérol qui sont dosés, mais un métabolite qui va être formé par une technique enzymatique. Ce métabolite, qui est le H2O2, sera révélé par un chromophore. Ainsi, les triacylglycérols sont digérés par une lipase et également l'action d'une peroxydase va libérer du H2O2 qui sera révélé par un chromophore et l'intensité lumineuse de ce chromophore sera détectée au spectrophotomètre. Le dosage du cholestérol repose sur le même principe d'analyse que les triacylglycérols, à savoir hydrolyse et révélation par un dosage colorimétrique. Le dosage des triglycérides, on peut séparer les différentes fractions des lipoprotéines grâce à un gradient de densité et une ultracentrifugation. Les fractions ainsi séparées pourront être analysées pour leur contenu en cholestérol. Une remarque, la fraction LDL que vous pouvez voir sur la photo est beaucoup plus colorée que les autres fractions. Cette coloration est due à la présence des caroténoïdes puisque les vitamines liposolubles et les caroténoïdes sont transportés dans le plasma dans la fraction LDL. Et en effet, selon la consommation en caroténoïdes, on voit très nettement une coloration plus orangée de cette fraction. On peut séparer les différentes fractions. Dans certaines situations, il peut être utile de connaître la composition en acides gras de la matière de type aliment ou d'un plasma. Les intérêts sont multiples, à la fois technologiques, pour connaître le suivi des opérations et les modifications possibles intervenant sur les acides gras après transformation d'un aliment. Il peut être d'intérêt nutritionnel pour apprécier la valeur diététique d'un aliment. Enfin, il peut y avoir aussi un intérêt clinique dans le dépistage d'une anomalie liée à la présence d'un déficit en un acide gras particulier. Ce dosage des différents type d'acides gras repose sur une méthode d'analyse qui est celle de la chromatographie en phase gazeuse. Cette chromatographie en phase gazeuse permet de séparer les acides gras en fonction de leur structure.
Cette chromatographie en phase gazeuse est basée sur des différences de distribution des solutés entre une phase stationnaire et une phase mobile. La phase stationnaire est un liquide à haut point d'ébullition, tandis que la phase mobile est un gaz inerte, qui peut être soit de l'azote, soit de l'argon. Les solutés à analyser sont vaporisés et ils vont être entraînés dans la phase mobile. La vitesse à laquelle ces acides gras sont entraînés est spécifique de l'acide gras, si bien que au niveau de la sortie de l'appareil, ces acides gras vont pouvoir être détectés de façon isolée sur un chromatographe. Dans certaines situations, la séparation sur des colonnes capillaires permet donc d'obtenir ce type de graphe et on pourra à la fois reconnaître les acides gras qui sont caractérisés par ce qu'on appelle le temps de rétention, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de la colonne à des temps plus ou moins longs, qui est spécifique de leur structure. Et enfin, la quantité d'acides gras pourra être analysée par l'étude de l'air du pis. La séparation On peut également obtenir le profil des caroténoïdes dans le plasma. Cette fois, c'est une autre technique, c'est une chromatographie en phase liquide qui permet donc d'identifier les différentes formes de caroténoïdes. On peut également obtenir ce tableau vous montre un exemple de dosage des caroténoïdes ici dans un échantillon de la population française qui a participé à une très grande étude épidémiologique appelée Suvimax. Ce tableau vous Ainsi se termine donc ce cours sur les lipides qui ont de nombreux rôles biologiques et la présentation de leur structure chimique permet d'expliquer leurs propriétés. Ces lipides constituent aujourd'hui un problème de santé publique en raison souvent soit d'un excès d'apport, soit des anomalies de leur métabolisme. Ces lipides sont donc, à l'image de Dr Jekyll et Mr Hyde, autant utiles et bénéfiques à l'organisme que toxiques dans certaines situations à l'origine de nombreuses pathologies. Ce qu'il est important de retenir dans ce chapitre, c'est comment ces lipides vont être absorbés et digérés et sous quelle forme on va les retrouver dans la circulation. Concernant les différentes lipoprotéines que nous avons étudiées, il vous faudra connaître leur origine tissulaire. Par exemple, les chylomyres ont pour origine l'intestin, les VLDL ont pour origine le foie. Vous devez connaître leur devenir. C'est-à-dire qu'il est important de retenir dans ce chapitre, c'est comment ces lipides vont être absorbés et digérés et sous quelle forme on va les retrouver dans la circulation. Concernant les différentes lipoprotéines que nous avons étudiées, il vous faudra connaître leur origine tissulaire. Par exemple, les chylomyres ont pour origine l'intestin, les VLDL ont pour origine le foie. Vous devez connaître leur devenir. C'est-à-dire qu'il est important de retenir dans ce chapitre, c'est comment ces lipides vont être absorbés et digérés et sous quelle forme on va les retrouver dans la circulation. Concernant les différentes lipoprotéines que nous avons étudiées, il vous faudra connaître leur origine tissulaire. Par exemple, les chylomyres ont pour origine l'intestin, les VLDL ont pour origine le foie. Vous devez connaître leur devenir. C'est-à-dire qu'il est important de retenir dans ce chapitre, c'est comment